Alors, la capsule d'aujourd'hui va porter sur la section 4.8 du volume et on va parler là-dedans du potentiel dans les conducteurs. Donc, partons avec l'image qu'on a ici. On a un conducteur donc qui est chargé. Vous voyez qu'on a des charges négatives. Comme on a vu au chapitre 2, euh, deux choses. D'abord, le champ électrique partout à l'intérieur du conducteur va être nul. On se rappelle la raison, c'est que si c'est pas le cas, donc s'il n'est pas nul, ben, les charges vont être attirées dans une direction, donc vont se déplacer. Ça va modifier le champ électrique. Puis en fait, les charges vont se déplacer tant et aussi longtemps qu'il va rester un champ électrique à l'intérieur. Donc le champ est nul partout à l'intérieur. Et également, les charges se répartissent forcément sur la surface. Parce que s'il y avait des charges ailleurs que sur la surface, le champ électrique ne serait pas nul euh, dans le conducteur. Donc, toutes les charges moins ici sont réparties à quelque part sur la surface. Ce qui est assez intuitif puisque les charges moins, ils sont tous du même signe, donc ils se repoussent. Alors, ils essaient de s'en aller le plus loin possible les unes des autres. Alors, ils se répartissent sur la surface. Bon, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment va varier ou à quoi va être égal le potentiel d'un conducteur. Donc, euh, on y va avec cette formule-ci qu'on a vue. En fait, c'est la formule de base pour calculer une différence de potentiel entre deux points. Donc ici, par exemple, si je prends le point A et le point B, qui sont des points tout à fait arbitraires, donc A et B, je veux savoir la différence de potentiel entre ces deux points-là. Donc final moins initial, VB moins VA. Ben, il faut que je fasse, vous vous rappelez l'intégrale de E fois ds. Vous vous rappelez tout ça, en fait, ça vient au départ de la définition du travail. On est parti avec l'énergie potentielle, on s'est dit l'énergie c'est égal au travail qu'il faut faire. Donc on a calculé l'énergie potentielle, puis ensuite en divisant, donc un travail c'est une force point déplacement, puis ensuite on divise par la charge pour avoir le potentiel. Donc en enlevant la charge de la force, il nous reste le champ électrique. Donc bref, ça vient de là. Donc, intégrale de E fois ds. Ça veut dire qu'il faut donc se déplacer de A à B. Ici, on ne dit pas c'est quoi la trajectoire. Alors, suivons une trajectoire quelconque. Donc, on va prendre n'importe quelle trajectoire, E fois ds. Mais en fait, vous voyez que le champ est égal à 0. Donc, peu importe la trajectoire, comme le champ est nul partout à l'intérieur du conducteur, ben, on va forcément ici avoir 0, puis notre intégrale va être nulle. Donc, on va arriver à delta V égale 0. Alors, vous voyez, on n'a même pas eu besoin de définir la trajectoire. En fait, on peut conclure que pour n'importe quelle trajectoire, on va toujours avoir delta V égale 0 dans un conducteur. Alors, ce que ça veut dire, c'est que VB est égal à VA. Donc, si on a un delta V de 0, c'est que l'initial et le final sont les mêmes. Et ce, peu importe le point A et le point B qu'on choisit. Autrement dit, le potentiel va forcément être le même partout. Alors ça, c'est important comme conclusion. Ça veut dire que dans un conducteur, à l'équilibre électrostatique, le potentiel, si on mesure le potentiel à quelque part sur le conducteur, ben on sait c'est quoi partout parce que c'est le même partout sur le conducteur. Vous voyez, j'ai dit en équilibre électrostatique, ça c'est quand même important parce que euh, supposons qu'on applique une différence de potentiel. J'ai une pile, une source quelconque, puis j'applique aux deux bornes, aux deux côtés de mon conducteur, une différence de potentiel. Ben, vous voyez, j'ai un écart, une différence de potentiel, justement. Alors, ça va créer un courant, justement, un déplacement de charge. Sauf que au bout d'un certain temps, donc ça dépend de ce que j'ai comme source, mais euh, il va y avoir un courant, donc tant qu'il y a un courant, on n'est pas en équilibre électrostatique. C'est une fois que les charges vont s'être annulées chaque côté, là on est en équilibre électrostatique. Donc il faut quand même se rappeler de cette condition-là. Alors on va s'intéresser au cas particulier d'une sphère, euh, simplement parce que en fait c'est plus simple à calculer, mais on va pouvoir généraliser certaines conclusions qu'on va faire sur d'autres formes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est voir comment varie le potentiel électrique à l'intérieur et à l'extérieur d'une sphère chargée. C'est une sphère conductrice, bien sûr. Donc, ici, on l'a chargé positivement. Les charges se sont donc réparties sur la surface de la sphère. Comme c'est une sphère, c'est sûr que les charges vont se répartir de manière uniforme. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de charges d'un côté que de l'autre, comme on a une sphère, mais ils vont tous être sur la surface de la sphère. Donc, comment va varier le potentiel? À l'extérieur, on sait déjà que le potentiel, c'est exactement comme une charge continue. J'en avais déjà parlé au chapitre 2. On peut démontrer mathématiquement que lorsque on a une charge qui se répartit sur une surface sphérique,
si on est à l'extérieur de cette sphère-là, c'est exactement comme si toute la charge était concentrée au centre. Autrement dit, si je suis ici, par exemple, à quelque part ici, bien sûr, j'ai des charges un peu plus proches de moi, mais j'en ai d'autres un peu plus loin. Et la moyenne, si vous voulez, ça fait comme si on avait une moyenne de charge qui était au centre. Donc, à l'extérieur, le potentiel va varier selon cette formule-là, KQ sur R, qui est en fait la formule pour une charge ponctuelle. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que je m'éloigne, le potentiel va diminuer, puisque R va devenir de plus en plus grand. Et bien sûr, à l'infini, donc si je suis très loin, le potentiel va être nul. En fait, c'est le cas parce qu'on a choisi l'infini comme étant l'endroit où le potentiel est nul. Donc ça, c'est pour l'extérieur de la sphère. Maintenant, supposons que je m'approche et j'arrive très très proche de la surface. Donc je suis encore quand même à l'extérieur. Donc mon potentiel, je peux encore le calculer comme ça. Ça va être KQ sur R. Mais ce que je pourrais faire, c'est remplacer le petit r par un R majuscule, puisque c'est le rayon de la sphère. J'appelle R majuscule le rayon de la sphère. Et donc ça va être mon potentiel juste à l'extérieur. Ensuite, si je traverse la sphère, puis que je continue à aller à l'intérieur, ben, il faut que le potentiel reste le même. Pour la raison qu'on a vue tout à l'heure, le potentiel, il est pareil partout sur la sphère. Dès que je lui touche, puis ensuite je m'en vais vers l'intérieur, je dois avoir le même potentiel. Alors comme à la surface, il est égal à KQ sur R, ça veut donc dire que partout à l'intérieur, il va rester égal à ça. Alors voyez ici, on a un petit graphique pour nous montrer qu'est-ce que ça donne comme potentiel. Donc, on a KQ sur R majuscule partout à l'intérieur, donc c'est constant jusqu'à la surface. Puis, à partir de la surface, là, ça va diminuer, voyez, comme l'inverse de la distance, donc KQ sur R. Alors, maintenant, on vient d'apprendre comment varier le potentiel pour une sphère conductrice chargée. Quelques considérations ici sur la surface, le champ électrique à la surface d'un conducteur, peu importe la forme. Puis on va pouvoir réutiliser tout à l'heure ce qu'on a vu pour la sphère. Donc j'ai ici un conducteur chargé. J'ai imaginé ici une partie de la surface de ce conducteur-là. Donc supposons qu'il est chargé positivement. Donc il y a des charges réparties sur sa surface. Ici en pointillé, je fais juste des pointillés pour dire, bon ben disons, le conducteur, ben, il serait fermé, c'est-à-dire ici ça continuerait quelque part, puis ça rejoindrait de l'autre côté. Donc j'ai une surface conductrice, un objet en 3 dimensions conducteur, mais c'est pas une sphère, c'est une surface quelconque. Mais on peut quand même dire certaines choses pour le champ électrique tout près de la surface de ce conducteur-là. Donc le champ que j'ai mis ici, que j'ai appelé E1, sigma sur 2 epsilon 0, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait trouvé au chapitre 2 pour le champ électrique d'une plaque conductrice infinie. Donc une plaque conductrice infinie, ça donnait sigma sur 2 epsilon 0, où sigma est la charge par unité de surface. Bien sûr, ici, on n'a pas une plaque conductrice infinie, c'est-à-dire une plaque chargée infinie. On a plutôt un conducteur qui a une forme quelconque. Par contre, si on est très très près de la surface, aussi près qu'il faut, donc imaginons que je suis tout près de la surface, ben, le champ pour une plaque infinie devrait être approximativement valable. Parce que quand on est tout près de la surface elle-même devient comme si elle était infinie, en fait, par rapport à la distance qu'on a de la surface. Donc, je peux dire que tout près de la surface, le champ devrait être égal à ça. Ça veut dire que de chaque côté du plan, on peut le considérer comme un plan, on va avoir un champ qui va être vers l'extérieur comme ça, qui va être égal à sigma sur 2 epsilon 0. C'est sûr que si on s'éloigne un peu de la surface, ça ne marchera plus. Ici, les deux flèches s'en vont vers l'extérieur parce que j'ai des charges positives. Si j'avais plutôt des charges négatives, ça serait le contraire. Les deux flèches s'en iraient vers les charges, donc vers l'intérieur. Bon, alors ça, c'est le champ tout près de la surface, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul champ, parce que là, on est près de la surface. Mais qu'est-ce qui arrive avec le reste des charges? C'est-à-dire, ma surface continue, elle revient ici, etc. Donc, le reste de la sphère, qui est plus éloigné, va produire un champ électrique aussi à cet endroit-là. Or, on sait qu'il est égal à quoi si on reste proche de la surface, parce que on sait que juste à l'intérieur ici, ça nous prend un champ électrique, je l'ai mis en bleu ici, qui va annuler celui-là, parce qu'on sait qu'à l'intérieur d'un conducteur, le champ doit être nul. Alors, si le champ résultant doit être nul, ça veut dire que les charges qui sont ici, tout près d'elle, produisent un champ dans cette direction-là, mais le reste
du conducteur, le reste des autres charges qui sont partout, doivent produire juste ici un champ qui est exactement égal, mais en sens opposé, pour l'annuler. Ça, c'est lorsqu'on est à l'intérieur. Par contre, juste à l'extérieur ici, ça va être exactement encore le même champ que là, parce que cette fois-ci, on s'éloigne, les charges qu'ils produisent, c'est le reste du conducteur, donc ils sont loin en fait. Ça veut dire qu'entre ici et là, comme on est tout près de la surface, on est à peu près à la même position du reste des autres charges, donc le champ là et là, il ne devrait pas changer vraiment, pas beaucoup. En fait, à peu près pas si on reste vraiment très proche de la surface. Donc on a encore le même champ ici, qui était sigma sur 2 epsilon 0 pour annuler celui-là. Et il est aussi dans la même direction. Donc, ici à l'intérieur, ils vont s'annuler, puis à l'extérieur, ils vont au contraire s'additionner. Vous voyez la différence, encore une fois, la différence entre les deux flèches blanches, pourquoi les autres ils changent de sens, c'est que là, on passe vraiment d'un côté à l'autre des charges qui créent ce champ-là. D'un côté, c'est vers l'extérieur, de l'autre côté, c'est vers l'extérieur aussi par rapport à ces charges-là, mais ça tombe vers le bas. Tandis qu'ici, les deux flèches bleues, ils sont dans le même sens parce que les charges qui produisent ce champ-là, c'est le reste des autres charges. Alors, eux, ils sont loin. Alors, le champ ici et là, ça va être exactement le même. Alors, on conclut donc de ça qu'à l'intérieur du conducteur, le champ est nul. Et juste à l'extérieur, le champ va être la somme de ces deux-là, E2 plus E1. Et il va donc être égal à sigma sur epsilon 0 et non pas 2 epsilon 0, donc puisqu'il est doublé. Donc, conclusion générale de tout ça, quand on a un conducteur chargé, à l'intérieur, on savait déjà que le champ était nul, mais on peut aussi maintenant conclure que juste à l'extérieur, juste à la surface, évidemment, il ne faut pas trop s'éloigner pour que ça soit valable, le champ va être égal à la charge par unité de surface divisé par epsilon 0. Alors, on va continuer notre raisonnement. Dans le fond, toutes les étapes qu'on est en train de faire là, c'est un raisonnement qui va nous amener à une conclusion qui va être intéressante, qui va avoir des applications en fait pour les conducteurs. Donc, on garde en mémoire ce qu'on vient de voir. Maintenant, on fait le raisonnement suivant. On a deux sphères conductrices, toutes les deux. Alors, une petite sphère puis une grosse sphère. Puis, ils sont reliés par un fil conducteur. Donc, les trois objets forment un seul et même conducteur, puisqu'ils sont tous conducteurs et sont connectés les uns avec les autres. Donc, on a un seul et même conducteur, ce qui signifie qu'ils doivent avoir le même potentiel, comme on a vu dans la première partie. Donc, on va dire V1 égale V2. Le potentiel est le même partout dans ce conducteur-là. Maintenant, je suppose que le fil conducteur il est très très long, puis qu'on met les deux sphères très très loin l'une de l'autre. Pourquoi on fait ça? C'est simplement pour que les deux ne s'influencent pas, dans le sens que c'est sûr que si, mettons, c'est une charge positive, ben, les charges positives vont se répartir sur la surface ici, mais s'ils sont proches l'une de l'autre, les charges positives vont se repousser, donc on va avoir plus de charges du côté droit que du côté gauche de cette sphère-là, puis ça va être l'inverse pour celle-là. Donc moi, je les mets suffisamment loin l'une de l'autre pour qu'ils puissent sembler être séparés, que leur charge ne se repousse pas, et donc la charge va se répartir uniformément sur la surface de chacune. Théoriquement, on peut même supposer qu'ils sont à l'infini l'une de l'autre, qu'ils sont reliés par un très long fil. Donc, V1 égale V2, on a vu tantôt que le potentiel pour une sphère, c'était égal à KQ sur R. Donc, on pourrait dire que KQ1 sur R1 est égal à KQ2 sur R2. Bien sûr, les K s'annulent et on va trouver Q1 sur R1 égale Q2 sur R2. Donc, on a, vous voyez, une proportionnalité. On pourrait même remettre ça sur un rapport de charge. Si j'envoie Q2 à gauche, je vais avoir Q1 sur Q2 égale R1 sur R2. Q1 sur Q2 égale R1 sur R2, ça veut dire que la charge est proportionnelle au rayon. Autrement dit, les charges vont se déplacer d'une sphère à l'autre, mais ils vont se déplacer de telle sorte que la plus grosse sphère va avoir une plus grande quantité de charge et ça va être directement proportionnel au rayon. Ça peut sembler logique, mais en fait, vous voyez, si on n'avait pas fait le raisonnement au début, on aurait pu conclure que c'est proportionnel à la surface, par exemple, donc au rayon carré, ou encore proportionnel au volume, donc au rayon cube. Alors ici, vous voyez, on voit que c'est proportionnel au rayon directement. Ensuite, on continue un petit peu notre raisonnement. Bon, ici, j'ai mis plusieurs équations en même temps, mais on va les prendre une après l'autre. Maintenant, si je veux m'intéresser au rapport des champs produits par les charges, par les sphères, E1 sur E2,
mais juste à la surface. Donc, le champ juste à la surface de chacune des sphères, on a vu tout à l'heure qu'il était proportionnel à la charge par unité de surface. Donc, ici, on aurait sigma 1 sur sigma 2. Donc, la charge par unité de surface de l'un sur celle de l'autre. Or, la charge par unité de surface, c'est quoi? C'est la charge sur la surface. Donc, par exemple, pour sigma 1, on aurait Q1 sur la surface de la sphère qui est 4pi r carré. Donc, on aurait 4pi fois R1 au carré. J'ai pas mis le 4pi parce que, vous voyez, on fait un rapport, donc ça va s'annuler. Sigma 2, c'est Q2 sur R, sur 4pi R carré aussi. Donc, les 4pi s'annulent et il nous reste ceci. Donc, on a Q1 sur R1 carré, puis Q2 sur R2 carré. Maintenant, on revient ici à gauche. On avait dit que Q1 sur Q2, c'est égal à R1 sur R2. Donc, Q1 sur Q2, je le remplace ici par R1 sur R2. Il me reste ensuite R2 sur R1 qui sont toutes les deux au carré. Donc, c'est ce qu'on avait ici. Et finalement, il y a un R1 et un R2 qui se simplifient et on trouve R2 sur R1. Bon, après avoir fait cette algèbre-là, donc ce qui m'intéresse, c'est le résultat. On voit que le rapport des champs est égal au rapport des rayons, comme les charges, sauf que ce qui est surprenant, c'est que c'est l'inverse. Alors, vous voyez, ici, on avait Q1 sur Q2 égale R1 sur R2, donc c'était proportionnel. Ici, c'est l'inverse. On a E1 sur E2 égale R2 sur R1. Donc, le champ sur la plus petite sphère va être le plus grand des deux. Puis, c'est proportionnel au rapport des deux rayons. Donc, une fois qu'on va avoir branché ces deux sphères-là, les charges vont se répartir. Il va y avoir plus de charges sur la grosse que sur la petite, mais le champ produit par la petite sphère va être, à sa surface en tout cas, va être plus grand que celui produit par la grande sphère. Et la raison de ça, ben, on l'a vu un petit peu en faisant l'algèbre ici, c'est que oui, la charge est plus grande sur la grosse sphère. Par contre, elle est seulement proportionnelle au rayon. Or, la surface est proportionnelle au rayon au carré. Donc, la surface a plus d'importance que la charge. Alors, quand on regarde la charge par unité de surface, c'est donc la petite sphère qui a la plus grande charge par unité de surface. Et c'est pour ça qu'elle va produire le plus grand champ. Alors maintenant, on vient de faire le raisonnement mathématique. On arrive à la partie intéressante où ce qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme application avec ça. Imaginons un objet conducteur qui a une forme comme celui-ci, donc une espèce de poire ou de quille. On dépose une charge dessus. Les charges vont se répartir sur la surface, puis avec le raisonnement qu'on vient de faire, on peut conclure que, bien sûr, il va y avoir plus de charges en nombre absolu sur le côté qui a le plus grand rayon. Par contre, la charge par unité de surface va être plus élevée sur le côté où le rayon est plus petit. Évidemment, ici, on n'a pas deux sphères connectées par un fil, donc techniquement, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on vient de faire. Sauf qu'on peut quand même penser que ça va être grosso modo proportionnel ou ça va ressembler un peu. Donc, le champ ne serait pas exactement égal à ce qu'on a calculé, mais on peut penser que la charge par unité de surface va être plus élevée de ce côté-ci que de ce côté-ci. Ici, au milieu, comme on a en fait une droite c'est un peu comme un rayon infini, donc en fait la charge par unité de surface serait pas mal petite sur ce côté-ci. Donc on va avoir des charges plus concentrées ici que là. Et également pour ce qui est du champ, donc le champ électrique près de la surface va être donc plus élevé pour cette raison-là du petit côté par rapport au gros côté. Alors ça va mener à un phénomène important qu'on appelle l'effet de pointe. Donc ici, par exemple, on simule un peu où en fait c'est une image qui représenterait ce qu'on aurait si on avait un conducteur chargé avec des charges positives. Alors voyons, on a des charges positives qui sont réparties. Ici, on a une petite bosse dans notre conducteur, puis ça continue. Alors les charges se répartissent et vous voyez, c'est ici sur la pointe que le rayon de courbure est le plus petit. Donc, pour la raison qu'on vient de mentionner, la charge par unité de surface, c'est là qu'elle serait le plus élevée et donc le champ électrique serait à son maximum à cet endroit-là. Donc, vous voyez, les flèches rouges représentent les champs électriques. Alors, on a un certain champ électrique ici. Le champ électrique diminue. C'est ici qu'il est le plus faible. Pourquoi? Parce que le rayon de courbure, il est même inversé. Vous voyez, il est courbé vers l'intérieur. Donc, on aurait encore moins de charge par unité de surface. Puis ici, c'est là qu'on a le rayon de courbure le plus prononcé. Alors, c'est là que le champ serait le plus important. Et il serait vraiment maximum ici, donc à la pointe. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de pointe, en fait. Quand on a un conducteur chargé, la charge se répartit et
quand on a un endroit où on a une petite pointe ou un petit rayon de courbure, c'est là que le champ électrique produit va être le plus important. Alors ça va avoir des applications, entre autres, pour les orages électriques. Imaginez que ça ici, c'est la Terre, par exemple. Puis qu'on a une bosse à quelque part comme ceci, ben, comme le champ électrique, c'est là qu'il est maximum, ça veut dire que c'est là que les éclairs vont passer parce que c'est quand le champ électrique atteint une certaine valeur, comme on a vu au chapitre 2, que là, l'air devient conducteur puis que les charges commencent à passer. Alors, il faut que le champ électrique atteigne cette valeur-là pour que le courant commence à passer. Et c'est clairement à cet endroit-là qu'il va être atteint en premier. Donc, c'est là que l'éclair va tomber. On s'en sert, entre autres, cet effet-là comme paratonnerre. Ici, on a une image de la tour Eiffel, mais on fait ça avec beaucoup d'édifices, la plupart des édifices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre un conducteur au bout ou au sommet d'une tour ou d'un édifice. Ce conducteur-là se termine en forme de pointe, puis ensuite il est relié par un fil électrique, un gros fil électrique qui peut prendre un bon courant à la terre. Et pour la raison qu'on vient de mentionner, l'éclair va préférentiellement tomber là, puisque c'est là que le champ va être le plus important. Alors, en tombant là, puis en suivant le fil conducteur jusqu'à la terre, ben, on va éviter des dommages, ça ne va pas tomber sur les arbres ou ailleurs sur l'édifice, quoi que ce soit. Donc, on va s'arranger pour que la foudre, en fait, tombe à cet endroit-là. On a encore une image ici de l'effet de pointe. On a un objet qu'on a connecté à un potentiel élevé. Donc cet objet métallique-là, qui est conducteur, est à un certain potentiel. Et là, ce que vous observez, bon, on a fermé les lumières pour pouvoir voir ça. Et ce que vous observez ici, c'est une espèce de lumière bleu-mauve, là, mais à la pointe. Vous voyez, c'est à chaque pointe que l'on voit ça et pas ailleurs, parce que c'est aux pointes que le champ est le plus important. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à cet endroit-là, le champ est assez important pour ioniser les molécules. Donc, il y a de l'air autour de ça, donc de l'oxygène, de l'azote, etc. Et quand le champ atteint une certaine valeur, c'est suffisant pour arracher des électrons aux molécules. Et ce qui produit de la lumière, c'est qu'en fait, éventuellement, les électrons, il y a des électrons qui vont revenir être recaptés par les molécules. Et en faisant ça, les électrons retournent dans les atomes et donc perdent de l'énergie potentielle qui est émise sous forme de photons, de lumière. Donc on voit cette couleur-là, la lumière. La couleur en question, en fait, c'est un peu le même phénomène que pour les aurores boréales. Quand vous voyez des aurores dans le ciel, on a des couleurs comme celle-ci. C'est la même chose en fait. On a des molécules d'azote, d'oxygène qui ont été ionisées. Cette fois-ci, c'est par des rayons cosmiques. En fait, c'est des charges, des particules chargées en provenance du Soleil, entre autres, qui va arriver dans l'atmosphère, qui va ioniser des molécules, puis ensuite, quand les électrons se recombinent aux atomes, ça émet de la lumière. Donc, c'est exactement le même phénomène qu'on a ici, mais ce que ça nous démontre, en fait, c'est que c'est vraiment aux pointes que le champ électrique est maximum. Alors, je vais faire une petite démonstration sur l'effet de pointe. On va utiliser le générateur de Van de Graaff qui nous permet d'accumuler des charges et branché au côté négatif du générateur, on va avoir ceci. Donc, c'est un conducteur qui a une forme de poire à peu près. On a un côté qui a un rayon de courbure élevé et un autre côté qui a un rayon de courbure plus petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir le générateur de Van de Graaff et je vais approcher l'objet du générateur, tantôt avec le petit côté face au générateur et tantôt avec le grand côté. Alors, on enclenche le générateur de Van de Graaff. Et puis, je vais approcher mon objet. À un moment donné, à une certaine distance, vous allez voir qu'on va avoir un éclair qui va sauter. Ici. Alors, vous voyez, à partir d'ici, les éclairs parviennent à sauter. Donc, on peut regarder un peu la distance. Puis, en même temps aussi, on entend la fréquence à laquelle les éclairs vont sauter. Pourquoi il y a une certaine fréquence? C'est que ça prend du temps pour que les charges s'accumulent. Alors ici, je fais la même chose, mais je vais approcher ce côté-ci. Alors, vous voyez qu'on a déjà des charges qui sautent. Si je l'approche à la même distance que tout à l'heure, à peu près, alors vous voyez que la fréquence est beaucoup plus élevée. Donc, les charges sautent beaucoup plus souvent. Et ça, c'est dû au fait que le champ électrique est plus élevé. Donc, les charges s'accumulent et ils atteignent plus rapidement le point où le champ est assez élevé pour sauter. Alors, distance beaucoup plus importante. Vous voyez, si je mets l'autre sphère à cette distance-là, ça saute de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Oh, je prends des chocs présentement. Maintenant, ne reculant devant rien pour vous faire comprendre la science, je vais prêter mon corps à la science pour vous faire la petite démonstration, cette fois-ci avec mon propre corps. Donc, je décolle le Van de Graaff,
Je l'ai mis un peu moins fort pour que les charges ne s'accumulent pas trop rapidement. Cette fois-ci, vous voyez, j'approche mon doigt qui a un rayon de courbure relativement faible du Van de Graaff. Il y a un courant présentement qui circule, il y a des éclairs qui sautent. Je vais vous laisser les écouter. Alors, vous voyez, on a des éclairs très fréquents qui sautent. Pourquoi? Parce que mon doigt ayant un rayon de courbure assez petit, le champ atteint très vite la valeur qu'il faut pour que les charges sautent. Donc, à ce moment-là, on a des courants très fréquents. Si maintenant je ferme mon poing, puis je le mets à la même distance. Alors, vous voyez, on est à peu près à la même distance, mais les éclairs sont beaucoup moins fréquents et sont plus intenses d'ailleurs. Alors, pourquoi c'est le cas? C'est comme on l'a vu, en fait, c'est l'effet de pointe. Donc, mon poing a un rayon de courbure plus élevé. Donc, pour un même potentiel, le champ est moins important. Alors, il va falloir que les charges s'accumulent plus longtemps sur le Van de Graaff pour que le champ finisse par atteindre la même valeur et que les charges puissent sauter. À ce moment-là, le courant est plus important. D'ailleurs, vous avez pu voir l'éclair. Le courant est plus important parce qu'il y a plus de charges accumulées. Donc, à ce moment-là, quand ils vont transférer, ça va créer un courant plus important. D'ailleurs, je pouvais le sentir. Lorsque j'avais mon doigt, je sentais presque rien, tandis qu'avec mon poing, quand il y avait un petit choc, un courant, là, je pouvais sentir plus facilement ce courant-là.